Bonsoir, goedenavond, مساء الخير, marhaba. Je suis ravie et je pense aussi heureuse de revoir Michel Khleifi et d'avoir la possibilité de converser avec lui ce soir après le film que vous avez eu le bonheur de regarder. Merci Michel d'accepter cette conversation en l'honneur de la restauration de vos œuvres. Céline, au départ, vous a introduit l'œuvre fertile autant que la mémoire est fertile, l'œuvre très fertile et importante qui nous est donnée et qui nous est offerte par votre travail, votre engagement en tant que cinéaste d'abord, parce que c'est d'abord le cinéaste que j'aimerais célébrer ce soir à la Cinémathèque, célébrer aussi votre parcours et votre lutte pour la Palestine, pour la mettre dans un niveau, pour mettre à l'échelle humaine cette lutte, cet engagement à l'échelle humaine. Et c'est ce qu'on voit dans ce film à travers ces femmes qui, dès le premier plan, on voit 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Et chaque femme est à l'œuvre dans sa quotidienneté, dans là où elle est, dans l'endroit où elle œuvre, elle contribue à toute une société, elle contribue à tout un engagement. Et c'est aussi cette discussion entre deux générations, une discussion qui n'est pas directe, qui est posée d'un côté là où se pose la caméra avec Farah et de l'autre côté avec Sahar, et une discussion qui se pose encore aujourd'hui, toujours entre générations, sur c'est quoi la lutte, comment se fait la lutte, comment peut-on être libre quand l'individu, comment une nation peut être libre, comment une nation retrouve ses droits quand l'individu, la femme dans ce contexte-là, est en lutte pour ses propres droits à l'échelle familiale, à l'échelle sociétale. Donc autant de niveaux de lecture possibles, mais aussi un premier film qui place tout de suite la lutte pour l'individu. Au lieu on va pas tout de suite ou comme on avait vu pour la Palestine, des films qui traitent de la libération par les armes, par les mouvements des fidaïnes. Là, on va dans le micro pour raconter la grande histoire. Donc, j'aimerais tellement savoir de vous en premier comment se sont passées ces rencontres, pourquoi les femmes, pourquoi cette structure féminine qui traverse tout le film. On va de l'une à l'autre et chacune nous enrichit par ses émotions, par ses idées et aussi par ses contraintes. Et donc, comment se sont faites ces rencontres, comment vous avez pu apprivoiser et comment la caméra s'est placée pour pouvoir nous donner cette émotion et cette vérité. Comme vous dites, aucune d'elles n'a menti et vous non plus. Mais écoutez, j'étais dans ma formation ici. C'était une formation ouverte. J'ai rencontré des gens merveilleux au niveau de mes professeurs. J'ai découvert le cinéma, j'ai découvert plein de choses, y compris au musée de cinéma, etc. Mais aussi Perrine, ma femme, à travers lesquelles c'est-à-dire j'étais déjà sensibilisé par rapport à la femme. Mais elle est sociologue et elle me donne des outils autres de regarder, bien sûr pas que toi, hein, je dirais dans le sens où vraiment c'était fondamental que c'est toi qui m'a amené à découvrir de la littérature, des textes d'analyse, etc. Donc c'est un contexte des années 70 où aussi on cherchait à remettre en question l'approche militante un peu simpliste. Bon, moi je pense que la nation, c'est pas l'étape, disons, ultime de la lutte de l'émancipation.
mais ce n'est qu'une étape pour comprendre finalement notre humanité. C'est-à-dire, je ne sais pas, sincèrement, je suis d'être arabe ou palestinien ou belge ou je ne sais pas quoi, ou flamand ou francophone ou algérien, etc. C'est une étape, hein, c'est pas plus, à comprendre sa place dans cette humanité. Et donc, j'ai compris qu'à travers la femme, il y a cette possibilité d'aller au-delà de la nation, au-delà de pouvoir, et se trouver complètement dans une ligne libératrice, une ligne qui m'amène à mon humanité. Et je suis désolé, je viens d'une femme, j'ai des enfants d'une femme, etc. Donc, pour moi, ça va de soi que l'être qui est en face de moi, il est égal à moi. Et je ne comprends pas pour quelle raison on n'arrive pas à comprendre cette réalité simple. Donc, à partir de là, je me suis posé la question, pourquoi on est arrivé à ce point-là? Et il me semble, et c'était ma première question, c'est de poser la question, comment la victime devient un bourreau? Et ça, c'était pour moi la première approche, disons, pour écrire ce film. C'est-à-dire, moi, en tant que Palestinien, comment ça se fait que je suis victime de régime colonial, et ben, au même moment, j'oppresse la femme et j'oppresse l'enfant. Et la même chose par rapport aux Israéliens. Comment ça se fait que eux, qui sont des victimes, sont devenus des bourreaux au Proche-Orient? Bon, c'est évident, c'est des idées simples, mais ces idées simples amènent à des réflexions, et y compris à comprendre le fonctionnement de l'homme, comment fonctionne l'homme, même en termes physiologiques, et comment fonctionne la femme. Et il me semble, il n'y a pas d'autre possibilité que d'accepter l'égalité absolue entre les êtres humains, que ce soit homme-femme, nord-sud, des différentes ethnies, des différentes religions, etc., et de revenir tout le temps à cette humanité. Et il me semblait qu'à travers ces choix, au fond, quand je suis allé, j'avais deux autres personnages. Une qui était une grande poétesse, mais on l'appelait vieille fille, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mariée, et une autre qui était une prostituée. Et je me suis dit, non, je vais, disons, me distraire ou affaiblir la structure. Donc, c'est mieux de me concentrer sur ces deux femmes. Parce que, à l'époque, il y avait toute une approche sociologique sur la marge, c'est-à-dire que ceux qui sont à la marge, ils ont un pied dans la société et un pied dehors de la société. Donc, c'est-à-dire, je voulais regarder la société à travers ces genres de femmes qui sont en marge et pas à la fois. Parce que l'une était mariée, elle est divorcée, l'autre était mariée, elle est devenue veuve. Et donc, il me semblait ils peuvent m'amener vraiment mieux à comprendre la logique de nos sociétés. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de l'écriture, si vous avez vu, c'est une écriture qu'à l'époque, je me suis, disons, aventuré. J'ai écrit un film horizontal. Vous dites une écriture horizontale parce que pour vous, c'est une représentation justement qui donne place à la femme quand c'est horizontal pour éviter le système patriarcal, pyramidal qui... Oui, mais même bon, à l'époque, il y avait deux personnes qui maintenant ils sont un peu de droite, mais Alain Finkielkraut et son copain, comment s'appelle encore, Bruckner, ils avaient écrit Le Nouveau Désordre amoureux ou quelque chose comme ça. Et je me souviens, quelque chose qui m'a frappé à l'époque, c'est que en parlant de la jouissance de l'homme et la jouissance de la femme, qui est une jouissance horizontale chez la femme et verticale chez l'homme, n'est-ce pas? Et ils ont pris comme, disons, exemple deux éléments ou deux phénomènes comme ça. C'est quand on jette une pierre dans l'eau et toutes les résonances, je dirais, de petites vagues de l'eau à l'infini, que c'est pour eux c'est horizontal, et le chant de Homo Kultum.
qu'on a l'impression que c'est une répétition qui revient, mais que dans chaque répétition, il y a un changement, n'est-ce pas? Donc voilà. Et donc, je me suis dit, est-ce que je peux construire quelque chose comme ça? Hein? Ou, si vous voulez, bon, d'autre part, il y avait, encore une fois, c'est très très loin, donc on peut pas me poser des questions académiques, mais par exemple, il y avait 1000 plateaux de Deleuze, hein, où il dit, voilà, le monde fait des disques, et chaque disque, en se frottant avec d'autres disques, finalement, c'est comme ça que la société s'est construite. Et donc, j'essayais de construire ça en cinéma. Voilà, alors si vous avez ressenti, c'est chaque séquence, elle est indépendante, mais le problème dans le montage, c'est que quand il se touche, hein, eh ben, il donne d'autres sens, etc. Voilà, mais à un autre plateau qui est indépendant de l'autre, etc. Et donc c'est pour ça, par exemple, la seule fois que la voix de Sahar touche une image de la vieille, c'est à la fin dans le off, hein, quand elle parle de sa vision, disons, de la lutte de la femme. Mais qui es-tu? Hein, et l'autre qui continue à frapper, etc. Donc voilà, donc c'est pas contre elle, mais voilà. Et alors au même moment, c'était aussi voilà une dame qui est issue de la classe ouvrière, hein, qui est plus ou moins, on l'appelle un peu irrationnelle, parce qu'elle va chez le voyant, etc., mais elle contient des trésors en elle. Et l'autre qui est rationnel, n'est-ce pas, et académique, etc., et qui a une vision, de la lutte, elle est consciente de passé, de présent et de l'avenir autrement que la vieille. Voilà, c'est ça, les ingrédients avec lesquels je suis allé faire ce film. Et dans ces ingrédients, il y a aussi, dans les dialogues, en tout cas dans l'écriture et dans les conversations, il y a cette vérité que l'oppression n'est pas seulement due à l'homme vis-à-vis de la femme dans différentes sociétés et dans ce contexte en particulier, mais c'est aussi on perpétue l'État, puisqu'il y a cette scène où elle est en train de laver et de langer le bébé, et comme on perpétue, la femme perpétue aussi le système, puisque Romeyan veut aussi perpétuer le système et veut transmettre des références pour maintenir un cadre, pour maintenir un ordre. Donc il y a aussi cette responsabilité des femmes dans leur transmission envers les autres générations. C'est une approche conservatrice. Par exemple, quand on regarde l'énergie de l'extrême droite européenne actuellement, bon, moi, je sais que c'est dangereux, mais ça me fait rire parce que dans toutes les histoires des empires, il y a eu des moments comme ça où un roi ou un empereur a essayé de reconstituer d'une manière ou l'autre le Gaulois de l'empire, et puis il s'est cassé la gueule. Parfois même une génération après. C'est-à-dire à la place de réfléchir ensemble comment déborder cette région qui s'appelle l'Europe, l'Occident, qui peut donner beaucoup de leçons, disons, à l'expérience humaine, mais simplement les perpétuer d'une manière moins, même absolument pas colonialiste ni impérialiste, mais dans une vision de coopération, de structurer le monde autrement, avec disons, d'approches beaucoup plus créatives et beaucoup plus humaines, n'est-ce pas? Parce que ça me fait rire quand on regarde actuellement le Proche-Orient, mais c'est-à-dire c'est toute la richesse du monde qui est en train de souffrir. C'est-à-dire on est en train de liquider encore le pétrole d'une manière absurde, c'est-à-dire juste pour vendre des armes. Pourtant, on peut utiliser tout ça pour d'autres choses. Hein, y compris fertiliser les déserts, pas seulement les déserts du Proche-Orient, les déserts de l'Afrique, même par rapport à l'Europe actuellement, que maintenant bientôt on va planter des orangers ici, hein, sans problème. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est comment arriver à voir le monde autrement. Hein, et c'est ce que je pense qu'avec la mémoire fertile, j'ai
complètement tourné la page de la culture, bon, pour le moment, à l'époque, on disait palestinienne, mais même, j'ai défie des historiens de voir que dans le cinéma documentaire, la mémoire fertile écrit une nouvelle page. Oui, tout à fait, justement, donc, parce que là, quand on parle de films par rapport au film palestinien qu'on connaissait, dans ce film, il y a juste 2 moments où on voit, par un document que vous avez filmé vous-même, l'armée israélienne, et un autre moment, il y a juste 2 moments où c'est visible, où c'est présent physiquement à l'image. Sinon, ils sont pratiquement absents, mais c'est comme eux, ils ont mis cette notion, ce concept de bien absent sur les terres palestiniennes. Eux aussi, ils sont absents de votre film d'une certaine manière métaphorique, puisqu'on dit il, et quand il y a cette conversation entre la mère, le fils et la fille, ils sont absents, sauf dans les images à la fin où on voit cette armée et la force de l'image de cette armée qui est la colonisatrice, et c'est un choix voulu de votre part. C'est pas, c'est-à-dire, si vous voulez, bon, allez, on va dévoiler certains trucs. Par exemple, pour moi, à l'époque, il y avait une réflexion de Mao Tse-tung. Alors, imaginez, qui dit, vous prenez un œuf et vous prenez une pierre, vous le mettez dans des sables chauds, la pierre reste une pierre, mais l'œuf devient un poussin. Ça veut dire que pour tout changement, il faut des éléments externes et des éléments internes. Moi, je me suis occupé des éléments internes. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, c'est ce qu'il me semblait important. Pour construire une société libre, il faut des êtres libres, émancipés. Je ne comprends pas comment, de moins en moins, le discours de la liberté, dans le sens absolu presque des mots, et de l'égalité et de la lutte de classe, disparaît de nos vies quotidiennes. Pourtant, nous souffrons tous ensemble de la mauvaise distribution de richesses. Est-ce que c'est justement pour permettre qu'on puisse porter ce regard de voir ces êtres, comment vous les filmez, comment vous les accompagnez, comment vous les caressez avec la caméra? C'est vrai. Oui, parfois je trouve qu'il y a une sorte de caresse. Est-ce que pour vous le temps, la lenteur qui est dans ces moments passés avec elle, le temps qu'on prend avant que Romeya nous dit quelque chose ou avant que Sahar nous dit quelque chose est important aussi pour justement cette structure horizontale? Est-ce que elle fait partie de la ligne dramaturgique de votre film? Oui, il y a 2 choses, si vous voulez. D'abord, il y a le cinéma action et le cinéma temps. Moi, c'est la temporalité qui m'intéressait. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, si vous prenez une casserole dans laquelle il y a, on met, je ne sais pas moi, disons sauce tomate, bon, c'est fermé, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que la sauce tomate, c'est de l'action, ça bouille, et en plus ça fait mal si je mets ma main, etc., etc. Les séquences sont comme ça. C'est des casseroles l'une à côté de l'autre, etc. Enfin bon, j'ai des métaphores un peu pour rigoler, mais c'est évident. Mais je pense, c'est pas parce que je médite qu'il n'y a pas une action. Parce que si à l'époque, je me disais, pour défendre quelque chose, il faut l'aimer. Et pour l'aimer, il faut le connaître. Donc, moi, j'essaye d'amener la Palestine, à faire connaître la Palestine pour l'aimer et pour la défendre. À l'époque, c'était aussi simple, n'est-ce pas? Et donc, c'est fondamental. Et l'acte cinématographique, c'est un acte, mais vraiment d'un amour pur. C'est-à-dire, quand je regarde le visage de quelqu'un, je me dis comment je vais les saisir. Saisir quoi? Saisir ce qui est beau en lui, ce qui est mystérieux en lui, et ce qui m'amène à les désirer dans le sens noble et alors, on me dit, oui, mais c'est très sensuel. Mais heureusement qu'il y a une sensualité. Parce que la beauté, ce n'est pas une beauté froide.
Hein, il y a des gens laids, disons en termes d'esthétique, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est l'arbre, c'est la même chose, la fleur, les machins. C'est-à-dire il fallait redonner à tous ces éléments leur vraie place dans la nature, dans la nature humaine aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous voulez, je me souviens, je disais à l'époque, peut-être que d'une manière un peu simple, je disais, écoutez, mais moi je filme ce que j'aime. Ce que je n'aime pas, j'ai peur de toucher son humanité, blesser son humanité, en le filmant mal. Voilà. Donc, si vous voulez, et je trouve c'est fondamental parce que j'ai appris après comment filmer l'Israélien. Si vous regardez jusqu'à la route 181 que j'ai fait avec Eyal Sevan, donc c'est-à-dire j'ai appris à filmer, etc., et à bien saisir, je dirais, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de dire, même les racistes, essayer de voir l'humain qui est en lui. Maintenant, il est ce qu'il est, mais moi je suis pas un juge. Je suis un cinéaste, vous voyez. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que le cinéma commence à donner autre chose que ce que nous voyons de cinéma, je dirais, commercial. C'est-à-dire où les choses sont codifiées et avec des codes qui, de toute façon, nous empêchent de réfléchir. Et moi, pour moi, le cinéma, c'est le mouvement de la pensée, c'est la dynamique de la pensée, d'écrire des sens, par exemple, de ne pas avoir, de montrer leurs contradictions face à moi, etc., parce que je les aime. Voilà, et c'est tout. Ma caméra, c'est simplement un moyen pour exprimer cet amour. Et si je vous posais la question aujourd'hui, vous avez fait ce film dans les années 80. En 1980. En 1980, excusez-moi pour être précise. Par rapport à la situation de la femme, ou par rapport disons, à ces sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient, où je retrouve ces conversations, ou ce référentiel que je connais aussi, qui m'est proche au niveau si on parle de la liberté de la femme ou des droits de la femme. Est-ce que aujourd'hui, en 2019, quand vous retournez ou quand vous êtes si vous devez refaire le film, est-ce qu'on sera encore avec ces questions, ou pensez-vous que la création ou les œuvres ont pu secouer et faire bouger justement la société, et que le contexte a évolué depuis, ou qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Ben, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, par exemple, quand moi j'ai fait ces films, personne n'attendait ça, parce que le cinéma était très institutionnalisé ici et là. Et puis il y a un jeune homme, comme on était à l'époque, et je fais ces films, et puis tout à coup, et je suis resté presque plus que 12 ans seul. Donc j'ai reçu toutes les saletés sur moi, toutes les répressions, l'oppression, etc. C'est vraiment à écrire 2 livres là-dessus. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, j'ai toujours cru, et j'ai une foi, qu'il faut accumuler, et que tôt ou tard, il y aura une génération qui va faire ça. C'est pas un problème de révolution, mais ils vont s'exprimer. Il faut simplement qu'il faut poser ou bien dessiner une ligne rouge pour que, si vous voulez, l'expression soit, disons, pas médiocre, pas minable. Voilà. Alors maintenant, quand je regarde, il y a plein de femmes dans le monde arabe ou africain, et ici aussi, parce qu'il n'y avait pas de réalisatrices. Maintenant, il y a plein de réalisatrices, etc. Et je suis désolé de le dire, que ça me désole que maintenant, même dans les journaux ici, à la radio, à la télévision, j'attends presque les mêmes genres de réflexions contre l'homme et contre le pouvoir macho, etc., que moi j'ai parlé de ça en 1980. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, je pense qu'il y a des sujets de liberté
qu'il faut tout le temps les dire comme ils sont. C'est pas des modes. Hein? C'est vraiment, il faut que nous apprenons à dire que la liberté, l'émancipation, c'est-à-dire comme disaient les jeunes Marx, l'émancipation, c'est le retour toujours de l'homme à son humanité et à des structures plus humaines. C'est-à-dire revenez à notre humanité. Il faut revenir à notre humanité. Il n'y a pas de différence parce que je ne parle pas les Japonais que les Japonais n'est pas humains. Hein? Ou par exemple, hein, voilà, on est ensemble, on est dans ce monde qui devient de plus en plus étroit, petit et blessé. Sur cette phrase, retour à l'humanité, j'aimerais ouvrir et donner la parole à la salle et permettre à ceux qui veulent et à celles qui veulent de poser des questions ou partager une idée avec Michel Khleifi ce soir. Ou si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, oui. On peut se battre ici. Maintenant, des nouvelles qui a pu se passer avec ce personnage. Mais écoutez, la vieille dame, elle est morte. Parce que ça arrive. Elle est ma tante, au fond. Elle est la sœur de ma mère. Elle a récupéré, peut-être? Comment? Elle n'a pas récupéré la terre? Non. Enfin, il a récupéré un lopin de terre pour être enterré, mais à Nazareth. Ah, ça et l'autre, il a 81 ans, je crois. Je l'ai invité de venir, mais sa santé ne le permet pas. Parce que c'est une très bonne écrivaine en plus. Elle a écrit plusieurs livres assez intéressants. Ouais. Voilà, elle a refusé. C'est pas qu'elle a refusé, elle a dit le voyage, ça me fatigue terriblement. Et aller jusqu'au bout de son chemin. Ah oui, il est là. Mais c'est évident, comme quelqu'un comme elle, il y a une sorte d'amertume face à l'évolution du monde arabe. Une solitude aussi. Voilà, solitude, ça va encore parce qu'on a des petits enfants, heureusement. Hein? Mais non, c'est simplement, par exemple, le rêver d'une évolution autre, si je peux dire, etc. Puis, mais personnellement, je ne pense pas que le temps, il coule, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais vu un empire qui a duré plus que 500 ans. Allez, disons avec les Ottomans, 500 et quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu un palais ou comment on dit, château fort qui a gagné contre les herbes folles. Chez nous, on appelle les herbes sauvages. Finalement, on mange tout. Vous voyez? Donc c'est pas grave, hein? Et c'est un passage de l'histoire et il faut aller au-delà, il faut construire ensemble des choses et j'en suis certain que on sera beaucoup plus créatifs ensemble que seuls. C'est ce que je disais au début, c'est mes films, c'est aussi la présence de Ricardo, de Yves, enfin tous ceux qui ont fait le film avec nous. Donc je crois qu'on peut construire tous ensemble des choses qui vont au-delà qui vont traverser le temps, en fait, qui vont rester. Oui. C'est des films qui sont aussi des documents, parce que quand on va aujourd'hui à Ramallah et quand on est en Palestine, on a tout un autre paysage. Et quand je revoyais le film aujourd'hui, il y a aussi cette valeur de donner une mémoire, de laisser trace de ce changement de paysage, de ce changement qui s'est fait dans le temps. Et quand vous dites les herbes vont prendre place, c'est aussi intéressant de voir comment aussi ces films peuvent être
partager et partager et partager, parce que c'est tellement important qu'on puisse partager cette mémoire et aussi du coup questionner notre mémoire et questionner notre histoire. Oui, mais l'humanité. Moi je pense, si vous voulez, bon, je fais ce film qui s'appelle La mémoire fertile à l'époque. C'est évident, ça veut dire plein de choses et rien du tout à la fois, parce que la mémoire, honnêtement, ma mémoire maintenant, c'était pas la mémoire d'il y a quelques années. Puis après, je vais me demander, toc toc toc, c'est qui Je vais même oublier tout. Si vous voulez, ce n'est pas ça. C'est simplement, je pense que l'identité, hein, la lutte pour l'identité, c'est une erreur. Vraiment, je pense que l'identité, c'est l'ouverture le plus possible à une humanité magnifique, qui respecte le monde dans sa pluralité et qui respecte aussi la nature comme elle est. C'est pour ça, personnellement, je suis profondément, mais vraiment là, pacifiste et non violent. Hein? Même si, par exemple, ceux qui m'entourent disent que je suis colérique, hein. Mais bon, mais mais c'est sincèrement. Colérique, non violent. Voilà, exactement. Exactement. Bien, ça. Donc, si vous voulez, moi j'ai vraiment pitié pour les militaires, les dictateurs, les classes dominantes, etc. Sincèrement, quand je regarde, je trouve que la liberté que je me donne, peut-être c'est une sorte de luxe, peut-être, mais je crois que c'est ça la bonne voie. C'est être libre et respecter la liberté des autres. Je ne comprends pas. Vas-y. Moi, je veux te dire que j'ai été très émue, que je trouve ce film vraiment magnifique, et je trouve que, en fait, par rapport à ce que tu dis, il n'est pas daté. Tu vois, bon, en fait, il date de 80, mais je trouve qu'il est d'une actualité terrible. Parce que justement, on retrouve l'humanité. Et quand tu filmes le visage de ta tante, je trouve que c'est magnifique. Parce que comme tu dis, bon, elle n'est pas dans les critères des canons de beauté, mais elle a une puissance et une force qui est vraiment émouvante. Et je te remercie pour tout ça. Malheureusement, on ne peut pas la remercier. Mais... C'est toi que je remercie d'avoir filmé ce visage comme ça. Non, je sais, mais bon, oui, mais nous tous, nous sommes émouvants. Hein? Mais voilà, exactement. Mais parce que vous me demandez par rapport à la lenteur. À l'époque, il y a Jean-Luc Godard disait une phrase magnifique. Il dit regardez pour voir et écouter pour entendre, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est d'amener, excusez-moi, l'écoute pour entendre. C'est ce qu'on a fait ensemble. Tu te souviens combien on a cherché les vrais éléments de son, n'est-ce pas? Hein? Mais oui, on a construit ça. C'est de la construction. On voulait faire entendre, pas seulement écouter, mais entendre. Et alors, on met la caméra pour regarder, c'est évident, c'est la première action. Mais pourquoi? Pour voir. Combien il y a des gens qui passent à côté des choses magnifiques, ils ne le voient pas. Ils le regardent, mais ils ne le voient pas. Donc, c'est ça aussi un des éléments des projets cinématographiques que j'essaye. Et c'est pour ça il faut voir tous les films, hein, les amis, parce que ça évolue encore. Il y a encore beaucoup de films à voir et beaucoup de films à partager et surtout à faire partager à d'autres. Je pense que vraiment, effectivement, ce n'est pas un film daté. C'est vraiment un film. Je pensais au dernier film de Larissa Sansour où elle met Hiyam Abbas avec une jeune dans un bunker. Et c'est encore cette conversation entre deux générations qui se posent les questions sur la mémoire, sur l'histoire. Et c'est quelque chose, c'est une ligne rouge importante qui permet justement de pouvoir le partager, pas seulement entre Palestiniens, pas seulement entre nous du monde arabe, mais aussi de manière, comme vous dites, pour toute l'humanité, de pouvoir... Mais moi, je suis un bâtard. En moi, j'ai tout. Alors maintenant, il faut décider qui est le bâtard.
ce qui est humain ou ce qui a une identité fabriquée. Moi, je pense que c'est celui qui a une identité fabriquée, les bâtards. Et merci beaucoup de votre écoute. Vous avez compris, il a mis fin à la conversation. Je vous remercie tous et il y a donc un verre qui vous attend. Merci Michel.